Le temps de l'info, c'est maintenant avec Pascal Pic. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes paléoanthropologue et vous êtes chercheur à l'université de Duke aux États-Unis et au Collège de France. J'étais. Vous étiez. Et vous êtes l'auteur de plusieurs livres, de vraiment nombreux livres. Vous écrivez beaucoup, qui font date sur la préhistoire, l'évolution de Sapiens, mais aussi en fait sur notre société. Ça, on va le voir ensemble. Vous avez un regard qui est très particulier et qui est riche d'enseignements. Mais d'abord, donc, fascination de l'équipe, de Laurie Madil en particulier cette semaine, pour un article du Monde, les causes de l'extinction de Néandertal, revisitées par la découverte d'un nouveau spécimen en France. Alors, Thorin. Thorin, c'est le nom d'un homme âgé aujourd'hui de... Alors, le chercheur français qui a mené l'étude estime qu'il est âgé de 42 000 ans, oui. Potentiellement. Pouvez-vous nous aider à faire connaissance? Pouvez-vous faire les présentations avec Thorin, 42 000 ans, s'il vous plaît? Alors, Thorin, vous seriez très déçu par rapport, évidemment, au personnage du Seigneur des Anneaux. Grande mythologie de nos temps modernes qui servent à citer les fossiles. Alors, il s'agit de quelques dents, soyons clairs, donc en l'occurrence une dent, qui a été analysée à travers les traces génétique. Alors, cette découverte date de 2015, en ce qui concerne le fossile lui-même, mais après ça, les études prennent du temps, c'est très technique. Et ce personnage indique qu'il représenterait une population néandertalienne, une des plus récente, c'est-à-dire une des dernières qui a survécu en Europe avant de disparaître, mais qui aurait été très confinée dans cette région de la Drôme. Donc le fossile, il vient de la grotte Mandrin. Alors son découvreur croyait que le célèbre Mandrin, vous voyez, on est dans le cinéma tout le temps, que Mandrin s'était réfugié là, vous savez, c'est un personnage assez haut en couleur du XVIIIe siècle. Et en définitive... on s'aperçoit que sur cette grotte aussi, on a eu des surprises. C'est une découverte aussi qui est un peu plus ancienne, enfin une dizaine d'années à peine, où on a des couches de représentation de Néandertal. On sait que ce sont les hommes de Néandertal. Et il y a 54 000 ans, apparemment une incursion de nous, les sapiens, qui, comme vous le savez, nous avons une origine africaine. Et là, nous sommes dans les couches les plus récentes. Donc, vous voyez, il y a des alternances d'occupation entre néandertaliens et en tout cas une incursion des sapiens. Et là, qui montre que cette population aurait été très isolée et très consanguine. Donc l'interprétation nouvelle, c'est que on a beaucoup d'hypothèses, pas mal d'hypothèses sur la disparition des Néandertaliens, qui, je le rappelle quand même, occupaient à la fois l'Europe et la Russie actuelle jusqu'à la Sibérie. Donc c'était pas mince comme population. Et là, grande surprise, on aurait eu quelques populations néandertaliennes, on en a aussi en Espagne comme ça, qui seraient restées complètement isolées, sans contact génétique avec les autres. Et donc une des situations serait que la consanguinité les aurait menées à l'extinction. Alors, vous avez posé vraiment les bases et nous on a plein de questions à vous poser les unes après les autres. Déjà 6 ans. Il a été découvert il y a 6 années. La difficulté, elle est dans quoi? La difficulté à dater, c'est ça? Dater, ça va. Il y a plusieurs méthodes de datation qui permettent d'être assez sûr. Vous avez dit avec prudence, merci, c'est un esprit très scientifique de votre part, que dans l'état actuel des choses, oui, la datation est bonne. Par contre, effectivement, la difficulté, c'est d'extraire de l'ADN. Vous savez, depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, ce qu'on appelle la paléogénétique, donc la capacité d'extraire de l'ADN des fossiles, a complètement bouleversé notre discipline en apportant beaucoup d'éléments en termes de population, justement, parce que nous, on a très peu de fossiles. Donc la génétique permet de questionner les questions de population, ce qui n'est pas évident et ce qui est très important. Et donc là, effectivement, lorsque maintenant nos collègues paléanthropologues, et là je dois rendre hommage à Ludovic Slimak et ses équipes, lorsque les paléanthropologues et les préhistoriens rentrent sur un site plus ou moins nouveau, surtout nouveau, c'est comme une scène de crime, vous savez, parce que l'ADN, c'est une molécule qui est un peu éponge, si je peux me permettre, qui est très vite polluée par notre ADN ou les animaux qui peuvent passer là. Donc là, effectivement, c'est un travail minutieux qui, avec un laboratoire... Grain à grain, dit le chercheur en question. Il dit grain à grain. Mais bien sûr, alors, parce que ce fossile était très fragile, donc franchement, c'est avec des instruments de dentiste. Il dit lui-même avec la pince à épiler que c'est très très fragile. Alors il y a deux aspects. Il y a l'aspect physique de la fragilité des fossiles et l'aspect chimique. Donc il ne faut pas effectivement polluer les sédiments de telle façon qu'ils puissent faire ces analyses. Et donc à travers Thorin, c'est tout un groupe qui est, je reprends l'expression de l'article, passé sous les radars, qui est maintenant qui est découvert et sur lesquels vous commencez tous à travailler. Là, vous êtes vraiment dans la nouveauté la plus totale. C'est une exploration en terre inconnue? Alors, pas tout à fait, sauf qu'on ne s'y attendait pas pour une période aussi récente. Parce que les humains bougent beaucoup. Il y a, au sud de l'Espagne, d'ailleurs, dans l'étude, il est évoqué qu'il y a des traces génétiques que l'on retrouve également sur des populations néandertaliennes tout à fait au sud de l'Espagne, notamment à Gibraltar. Et donc là, c'est intéressant parce qu'il semblerait que nous ayons deux situations
où les Néandertaliens refusaient, ou en tout cas ont complètement bloqué toute relation avec les sapiens qui sont les envahisseurs, c'est-à-dire nos ancêtres immédiats. Et là, on s'y attend en ce qui concerne le sud de l'Espagne. Ça fait un peu penser à la Reconquista, vous savez, la poussée que l'on connaît dans la reconquête des chrétiens sur les royaumes musulmans ou morts, comme on les appelait à l'époque. Alors là, on connaît ça dans l'évolution. À la périphérie des zones d'occupation d'une espèce, qu'il y ait des refuges, voilà, où ils sont acculés. Alors là, la grande surprise, c'est qu'on est quand même dans la Drôme, un endroit qui n'est pas du tout complètement isolé ou à la périphérie de l'aire de répartition de Néandertal. Et donc là, ça pose des vraies questions sur quelles sont les conditions culturelles, anthropologiques qu'une population ait pu, consanguine, on l'a dit, hein, mais c'est important, se maintenir aussi longtemps sans même avoir de contact avec les autres populations de Néandertal. Juste avant de venir vers vous, parce que je vois, mais il faut qu'on s'arrête sur cette phrase vraiment importante de l'article qui cite Ludovic Slimak, qui résume ainsi les résultats de l'analyse génomique. La population de taurins a passé 50 millénaires, je répète, 50 millénaires, à ne pas échanger de gènes avec des populations qui sont à moins de 2 semaines de marche. Et ça, c'est tout à fait surprenant, parce que toutes les espèces humaines, depuis Homo erectus, alors Homo erectus, c'est plus ancien, c'est 1 million d'années, ce sont des espèces qui sont très mobiles, ils ont quasiment notre bipédie. Vous savez que nous sommes une espèce extrêmement endurante, on peut marcher des dizaines de kilomètres par jour, on a perdu ça, nous les citadins, mais en tout cas, eux, c'est ce qu'ils faisaient. Et donc là, qu'ils aient pu rester isolés comme ça, près effectivement de la vallée du Rhône, qui est quand même un axe majeur de circulation, là, ça laisse quand même très circonspect. Donc voilà, on a vraiment beaucoup d'interrogations qui nous étonnent beaucoup. Alors qu'il n'y ait pas de traces génétiques depuis 50 000 ans, oui, mais les systèmes génétiques sont quand même, il y en a plusieurs, c'est plus compliqué, mais néanmoins, oui, nous sommes dans des situations assez étonnantes. Oui, alors, les leçons d'histoire sur la préhistoire, ça remonte un peu, hein, parce que c'est la 5e, la 4e, mais on a tous en tête, à tort ou à raison, que Homo sapiens a succédé à Néandertal. Absolument, est venu à bout de Néandertal. Mais est-ce qu'ils ont coexisté? Est-ce qu'il y a eu bagarre? Comment ça s'est passé? Ah oui, bah écoutez, dans ce plateau, nous avons tous entre 2 ou 3 ou 4% d'ADN de Néandertal. Donc il y a eu... alors ça, c'était quand même une grande surprise, hein, il y a une vingtaine d'années, de savoir que nous avions des hybridations. Alors ces hybridations, c'est pas des vraies hybridations. Il n'y a pas de petits qui sont moitié Néandertal, moitié sapiens, comme on a les mulets et les mules entre les chevaux et les ânes. Ouais. Mais néanmoins, on appelle ça l'atrogression. Il y a eu quand même des transferts de gènes qui d'ailleurs ont eu quelques effets récemment avec la crise de la Covid. Certaines personnes qui avaient certains gènes de Néandertal toléraient moins la Covid. Oui, donc vous voyez, c'est pas si loin que ça quand même. Hein, ouais, voilà, c'est pas si loin que ça. Donc ça reste là. Il faut savoir qu'on n'a jamais eu si peu de gènes de Néandertal. Et si on va maintenant à l'est de l'Asie, dont on a une autre espèce qui s'appelle les hommes et les femmes de Denisova, où là, les sapiens ont des gènes aussi de Denisova. Alors là, de l'autre côté... Et donc ils ont écrasé les Néandertals? Non, pas du tout. Ben non, c'est pas parce que c'était très bien dit. Il y a eu une cohabitation. Je dis, Sapiens est arrivé vers 50 000 ans, il est reparti. On discute un petit peu de savoir si c'est vraiment des Sapiens, mais il semblerait que ce soit bien le cas. Et en l'occurrence, cette cohabitation a duré des dizaines de milliers d'années. D'ailleurs, quand nous, les Sapiens dits modernes, donc la version actuelle un peu plus costaud, je vous l'accorde, ah oui, il serait venu aux Jeux Olympiques, là, vraiment, il y aurait une mauvaise surprise. Mais plus sérieusement, nous, les sapiens modernes, vers 100 000 ans. Voilà, il y a plusieurs sorties d'Afrique. Ça n'a pas été une vague comme cela. Hein. Ils ont même navigué sur la Méditerranée. Ils ont traversé, ils sont allés à Chypre, etc. Donc, il ne faut pas voir que c'est un monde de blocs, hein, comme on a connu nous, pendant la guerre froide. Voilà, ça ne se passe pas comme ça. Et en l'occurrence, nous, les sapiens, nous allons d'abord être en Australie, quand même loin l'Australie. Depuis 70 000 ans, venant d'Afrique, nous sommes en Australie. Et pourtant, on ne pénètre pas en Europe. Et pour quelle raison? Parce que Néandertal occupe la place. Alors, il y a eu donc des hybridations. Dans le couloir, on parlait donc tout à des problèmes de l'Iran et des bateaux que vous évoquiez à l'instant, mais il y a le corridor de la mer Noire qui est dans ce coin-là, qui est un axe, effectivement, où il y a eu aussi beaucoup d'hybridations entre des populations néandertaliennes et des populations sapiennes. Donc il y a eu des vagues comme cela, et ça n'a pas été un raz-de-marée. Et soyons très clairs, ça a été de longues cohabitations, et le seul problème qu'ont eu les Néandertaliens ou les Denisoviens ou d'autres dans les petites îles de la Sonde, on a, vous savez, des Lilliputiens. Ouais. Hein, les Lilliputiens, les Américains les appellent hobbits. Encore une fois de plus, le Seigneur des Anneaux, chacun sa culture. Mais en l'occurrence, le seul problème qu'ils aient eu, c'est nous, quoi. C'est l'expansion de Sapiens qui a été le seul événement majeur qui, en quelques dizaines de milliers d'années, a fini par éradiquer, mais pas de manière volontaire. C'est pas un génocide organisé, mais au fil du temps, les autres ont fini par disparaître. Ah, la cohabitation. C'est très compliqué. Ce vaste sujet qui nous revient, Michel Barnier. Ce dont on ne se rend pas compte, c'est que Sapiens navigue beaucoup et depuis très longtemps. En fait. Et oui. Alors, pas Néandertal.
Alors, on ne le sait pas pour Néandertal, mais certainement par cabotage, ou sur de distances courtes, où on voyait où on allait. Mais on sait que, par exemple, les Homo erectus, vers 600, 800 000 ans, ont occupé des régions comme Chypre ou autres, et là, il fallait naviguer. Le problème, c'est que le niveau des eaux aujourd'hui est très haut, et forcément, quand ils accostaient, c'est comme la Grande Costère. La Grande Costère, on sait que le niveau des eaux est très haut. Et il n'était pas sous l'eau. Mais quand même, que le niveau des eaux soit bas, s'il y a 40 km devant vous, vous ne voyez pas ce qui se passe de l'autre côté. Hein, voilà. Marie Chantrey. Oh, pardon. Alors, Xavier de Giacomin, Marie Chantrey. Par rapport à Sapiens, on a l'impression que Sapiens a réussi une forme de mondialisation, c'est clair, de développement, alors que Néandertal est resté dans son petit village qui n'était pas du tout gaulois. On a besoin de revenir à nos références. Mais c'est très bien dit dans l'article. Hein, c'est-à-dire que très clairement, l'anthropologie culturelle revient dans cette affaire-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des représentations du monde qui sont radicalement différentes, lesquelles on ne le sait pas. On le sait un peu nous les Sapiens avec les arbres préhistoriques, mais comment l'interpréter, voilà, c'est une autre histoire. Mais maintenant, petit clin d'œil, il se trouve que j'habite en Bretagne depuis quelques temps et j'ai fait récemment une conférence à cheval. Je suis cavalier, sur justement le peuplement de l'Australie. Parce qu'il y a vous savez, il y a une grande exposition à la Gacilly sur tous les ans, exposition de photographie, et le thème c'est l'Australie. Et j'expliquais, expérience de pensée que vous pouvez faire, et les personnes qui nous écoutent et qui nous voient, c'est que lorsque vous êtes sur l'île de Timor, complètement à l'est de l'Asie, devant vous, quel que soit le niveau des mers, c'est au moins 80 km. L'horizon, c'est 40 km. Qu'est-ce qui fait que des hommes et des femmes et des enfants sont partis vers l'inconnu absolu? Pour que vous envisagiez bien cette histoire de représentation du monde, moi je suis une génération qui a connu, on a marché sur la Lune. Mais on sait où est la Lune. C'est une question technique. Aujourd'hui, Elon Musk sur Mars. Mais c'est une question technique. Là, vous n'avez aucune connaissance de ce qu'il y a au-delà de l'horizon. Et donc il y a quelque chose chez les sapiens, dans leur représentation du monde, qui, par-delà les questions techniques, les amène à être des conquérants comme jamais. Donc ils vont aller dans l'Australie, l'Océanie, et puis évidemment les Amériques. Même les Amériques, c'est pas que le détroit de Bering à pied, c'est à pied. Donc Néandertal a eu cette pression, pour revenir effectivement à notre sujet. Et déjà, des études, il y a une vingtaine d'années, montraient que sur les dents, vous savez, les dents, il y a des petits dépôts comme ça de minéraux, et c'est comme les coupes d'arbres, vous savez, qu'on peut mesurer la croissance des arbres. C'est pareil pour nos dents. Et on détecte vers la période de Taurin une détérioration de la santé, de l'état sanitaire des Néandertaliens. Et donc ce qui se passe, c'est que quand une espèce est en train de disparaître, et en l'occurrence c'est l'exemple de cette population donc de la grotte Mandrin, c'est que leurs aires de répartition se fragmentent. Elles se fragmentent. Et nous, les sapiens, on va occuper la vallée du Rhône, on va occuper les plaines, vous voyez, donc les zones les plus favorables pour, évidemment, une économie de chasse et de collecte. Et petit à petit, on les voit se réfugier au sud de l'Espagne, je vous l'ai dit, dans le Jura Souabe, donc c'est du côté donc, de la Roumanie, ce truc-là, le nord de l'Italie, la Calabre, des régions de montagne moyenne. Chez nous, évidemment, le Massif central. Comme les refuges ? C'est les refuges. Et vous savez que les régions de montagne moyenne, c'est des régions où c'est plus compliqué d'avoir des économies de survie. Et après ça, isolement génétique. Mais il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Il y a eu quelques conflits, mais il n'y a pas de guerre organisée, absolument pas. Alors, Pascal Pic, est-ce que vous avez 3 heures devant vous? Oui. Parce qu'on est prêt à rester 3 heures avec vous. Alors, c'est parti. Non, on ne va pas pouvoir faire ça, mais on a tellement de questions encore. Marie Chantrey. Oui, non, question vraiment de pur profane, mais je vous écoute parler avec passion. Vous, le chercheur, cette découverte-là, Taurin, vous vous dites quoi quand vous apprenez, vous lisez cet article? Vous dites, oh, c'est formidable, on s'y attendait pas du tout, ça ouvre un champ des possibles immense, et peut-être ouvrir aussi des vocations pour des chercheurs qui vous succéderont et... Dans chacun de nos domaines d'activité, il y a, nous journalistes, il y a une actualité qui vous passionne et vous vous dites waouh, ça, voilà, peut-être parfois cyniquement. Mais vous, le chercheur que vous êtes, avec tant d'années d'expérience, vous vous dites qu'est-ce qui vous traverse l'esprit quand vous apprenez ça? C'est que d'abord, hommage à cette plus jeune génération de chercheurs qui utilisent des techniques nouvelles et qui ouvrent des perspectives que nous n'envisageons pas. Vous m'auriez dit il y a 30 ans, on aura l'ADN de Néandertal, je vous aurais dit, bon, faut jamais dire non en science. Attendez, je sais bien dans quel domaine je suis, mais quand même, c'était une révolution absolument extraordinaire. Et nous aurons d'autres découvertes, évidemment, avec cette nouvelle technologie. Et puis en plus, des préoccupations, des interrogations qui, regardez, quand je suis rentré dans ce domaine-là, mais il y a quand même quelques décennies, c'était l'évolution de l'homme, hein, les femmes. On se demande comment on évoluait sans les femmes depuis 2 millions d'années, d'ailleurs, on les a complètement oubliées. Donc, évolution de l'homme qui était dirigée, le triomphe de Sapiens, vous voyez. Et aujourd'hui, on s'aperçoit
s'aperçoit quand même que nous sommes les derniers survivants, nous les sapiens, que nous sommes quand même responsables de notre solitude d'une certaine manière, que nous avons toujours un effet sur les biodiversités. Vous savez, quand nous, on déboule en Australie, les marsupiaux géants, paf, ils dégagent. Quand on arrive en Amérique du Nord, les grandes faunes dégagent rapidement. Donc, ça interpelle beaucoup notre époque. Effectivement, donc, nos recherches sont à la fois dynamisées par les nouvelles technologies, les nouvelles approches. Et vous dites que vous allez trouver d'autres choses. Mais aussi parce que nos sociétés ont des interrogations nouvelles par rapport à ce que nous sommes. Donc voilà, ça touche complètement notre monde d'aujourd'hui, effectivement. Alors justement, quel est le regard d'un paléoanthropologue que vous êtes sur le temps présent? Vous dites par exemple que depuis plus d'un demi-siècle, jamais l'humanité n'a connu de tels changements. Absolument. C'est bien ou c'est mal? À vous entendre, on comprend que c'est pas une très bonne nouvelle. Et même, je vais plus loin dans ma question. Est-ce que vous êtes un paléoanthropologue décliniste? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'on n'a jamais eu autant les moyens de trouver des bonnes solutions, sauf qu'on ne les trouve pas. J'évoque pas l'actualité sur le gouvernement actuel. Non, mais attendez. Ce qui est très important, lorsque je demande dans mes conférences aux personnes qu'est-ce qui fait que les espèces doivent s'adapter, donc changer. Alors tout de suite, on pense aux météorites. Alors, on va citer les films, Le Jour d'après, Jurassic Park. Ok, ça intervient. Mais je peux vous dire qu'une société est solide, une civilisation, elle peut vraiment encaisser des chocs pareils. La deuxième raison, c'est qu'on commence à bien comprendre, et ça revient à votre question, que nous coévoluons. C'est le terme. Aucune espèce n'évolue seule. Donc ça veut dire qu'on a complètement changé de paradigme par rapport à lorsque j'étais jeune, le triomphe de Sapiens. Ok. Donc nous coévoluons. Donc c'est les problématiques de biodiversité. Je rappelle que d'un point de vue économique, c'est le rapport Partag-Dasgupta, qui n'a jamais été cité en France, un rapport comme celui de Nicolas Stern sur l'effet du climat sur nos sociétés à venir. C'est sur les biodiversités et les services gratuits rendus par la nature. Sachez que 45% des actifs, c'est-à-dire les actions et les obligations des entreprises, sont liés à des services donnés par la nature. Ok ? Quand vous avez compris ça, vous commencez à envisager qu'effectivement le capital naturel, c'est un enjeu absolument majeur pour l'avenir de la société. Alors c'est dommage d'avoir à arguer du côté de l'économie, mais ça montre bien que c'est pas à côté. Et puis surtout, la troisième raison, les gens la trouvent pas. C'est le succès. Alors vous allez dire, ça y est, c'est quoi cette histoire? Si on a du succès, c'est formidable. Je suis un baby-boomer. Depuis que je suis né, la population mondiale a été multipliée par 3, avec un gain qualitatif et quantitatif comme jamais. Or, plus vous avez de succès, plus vous modifiez les conditions de l'environnement dans lequel vous avez eu du succès. Donc le succès est la première injonction à changer. Sauf que pour la plupart des personnes, le succès, ça va continuer comme avant. Or, dans l'évolution, la question, c'est pas de savoir si ça s'est bien passé, c'est de savoir si ça peut continuer comme ça. Donc vous voyez, la perspective évolutionniste n'a rien à voir avec ce qu'on nous enseignait à l'école. Oui, et en même temps, vous ne pouvez pas dire aux gens qu'il faut être des losers. Et bien sûr que non. Et donc, du coup, comment on avance? Comment on avance? Ben voilà, on invite des anthropologues, des sociologues, et puis de comprendre qu'effectivement, aujourd'hui, on a changé de paradigme. Le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est le rapport Draghi, là, comme on a vu, voilà, pardon pour ce néologisme, mais nous sommes en train de nous néandertaliser. C'est-à-dire qu'en fait, on a ces pays quand même, le continent d'Europe, c'est celui où on fait le meilleur vivre aujourd'hui, soyons clairs, en termes de culture, d'infrastructure. Oui, mais aux deux extrémités de part et d'autre, ça change très très vite. Oui. Et aujourd'hui, donc, on s'ancre sur nos valeurs qui réellement ont une importance considérable pour la qualité de vie que nous avons aujourd'hui. Mais il faut savoir que ça ne va pas continuer comme ça et que se réfugier sur ces acquis, c'est la meilleure façon de ne pas pouvoir s'adapter à un monde qui change très vite. On n'est pas décliniste, d'accord, mais si je pose la question ultime, oui, peut-être certains un peu angoissés nous regardent-ils en disant notre espèce, est-ce qu'elle peut s'éteindre? L'angoisse, c'est pas changé. Nos angoisses viennent du fait que, moi ça m'amuse, quand j'interviens dans le monde économique et social, on parle d'un acronyme qui s'appelle VUCA, pardon j'explique, ça veut dire, d'un seul coup on découvre qu'on est dans un monde vulnérable, incertain, complexe et ambigu. Mais le monde a toujours été comme ça. C'est parce que nous voulons, nous les humains, par nos représentations du monde, avoir une certitude sur notre place dans l'histoire du cosmos ou de la nature ou de l'évolution, qu'importe. C'est en fait nos recherches de certitude qui sont en plus le plus génératrice d'angoisse et d'impossibilité de changer. Et c'était le cas des Néandertaliens en question. Comme on essaie de tracer les lignes là, avant de se séparer, l'intelligence artificielle, faut-il la craindre, oui ou non? Vous avez écrit un livre également sur le sujet, l'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur. Vous écrivez à nouveau sur ce sujet, pour un livre prochainement à lire. C'est ça.
Et à découvrir sur ce plateau, bien sûr, vous venez nous voir. Parce que nous, ça y est, on est embarqués dans l'affaire. Absolument. L'intelligence artificielle, c'est agent de notre survie ou de notre disparition? Non, écoutez, depuis 2 millions d'années, depuis que les Homo erectus inventent et maîtrisent le feu, c'est beaucoup plus ancien que vous pouvez le lire dans la littérature, nous coévoluons avec nos espaces techniques et culturels. Et aujourd'hui, c'est pas le feu, c'est les intelligences artificielles, il y a eu l'électricité, il y a eu la vapeur, etc. Derrière cela, nous avons un vrai problème anthropologique, nous, en Europe, c'est-à-dire que nous avons, avec notre philosophie très cartésienne, dualiste, c'est-à-dire qui sépare l'esprit du corps, une réelle difficulté à comprendre les autres intelligences. Et c'est intéressant parce que si vous allez à l'autre bout de l'Eurasie, les Japonais ont un rapport radicalement différent aux intelligences artificielles, parce qu'ils sont animistes. Faut pas croire, les intelligences artificielles, face à un monde qui change, réactivent complètement les fondements de nos croyances fondamentales. Pardon, je suis un peu théorique, mais c'est exactement ça. Et la question de savoir, nous en Europe, on dit « Ah, l'intelligence artificielle n'existe pas ». C'est vrai au sens cartésien du terme. Elle n'existe pas. Par contre, si vous êtes un anglo-saxon, Intelligence Service, CIA, vous avez cité tout à l'heure. L'intelligence, c'est traiter des données et les résoudre. Donc, c'est pas une entité comme ça qui nous est donnée par Dieu, c'est de la métaphysique. Et les Japonais, eux, sont animistes. Poser la question de savoir si un animal ou une machine n'a pas d'esprit est inconcevable pour les Japonais. C'est pour ça, au contraire, nous, on pose la question inverse. Donc, attention, plus que jamais, l'anthropologie est là, et les intelligences artificielles peuvent vous apporter énormément de choses, mais tout de même, c'est l'adoption pour l'IA générative, quand même, d'une technologie majeure, à l'échelle mondiale, qui n'est jamais arrivée de manière aussi massive et rapide. On va continuer d'en parler quand vous revenez nous voir dans un mois. Ça va bousculer énormément de choses. Vous le savez, ça. Mais elle peut apporter des solutions. Et on a une question à vous poser sur les femmes. Oui, vous avez également écrit 600 pages sur ce sujet. Oui, Claire. Et alors, Elisabeth Badinter, dites-vous que vous êtes un grand féministe, parce que vous avez appelé à changer le regard sur les femmes préhistoriques. Et vous dites aussi, alors ça fait écho aussi à l'actualité, que notre espèce est la plus violente envers les femmes. Alors, votre réponse? C'est triste. J'ai comparé avec les espèces les plus proches de nous. Les chimpanzés ne sont pas très sympathiques avec leurs femelles. Les bonobos le sont. Donc il n'y a pas de fatalité d'un point de vue de notre lignée à ce qu'il y ait violence ou pas, mais il est très clair, et l'actualité, vraiment, ça nous fait mal au cœur, cette histoire que vous avez évoquée autour de l'ABP, quand même, c'est une énorme déception. Mais nous sommes une espèce extrêmement violente, on l'a vu encore récemment avec certains procès qui est encore dans l'actualité. D'où ça vient, c'est absolument inconcevable. Alors moi, j'ai apporté un regard anthropologique et évolutionniste sur cette question-là, qui a même touché notre modernité. Elisabeth Badinter m'a dit, vous êtes féministe. Je vais être très clair, je n'ai pas fait ce livre en me considérant ou pas comme féministe. C'est pas une revendication éthique et idéologique. C'est un ouvrage scientifique. Et c'est pour cette raison que j'ai jamais eu aucune critique négative de n'importe quel mouvement féministe, qui est quand même une performance. Merci beaucoup, Pascal Pic. C'était vraiment passionnant. Merci de m'avoir invité. On nous l'avait dit, mais franchement, on l'avait sous-estimé. C'était passionnant. Donc rendez-vous dans un mois, ça je l'ai dit. Merci à vous.